Le monde célèbre chaque 27 octobre la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, une date choisie par l'UNESCO au cours de sa conférence générale tenue en 1980. Les archives audiovisuelles racontent les histoires de la vie et des cultures des peuples du monde entier. Elles représentent un patrimoine inestimable qui est une affirmation de notre mémoire collective et une précieuse source de connaissances dans la mesure où elles reflètent la diversité culturelle, sociale et linguistique de nos communautés. Préserver ce patrimoine et faire en sorte qu'il soit accessible au public et aux générations futures est un objectif fondamental pour toutes les institutions mémorielles et pour le grand public. Cette célébration est l'occasion de sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de prendre des mesures urgentes et de reconnaître l'importance des documents audiovisuels. La Journée mondiale du patrimoine audiovisuel offre ainsi aux membres de l'UNESCO l'occasion d'évaluer leurs performances en ce qui concerne la mise en œuvre de la recommandation de 2015 concernant la préservation et l'accès au patrimoine documentaire. En tant que fenêtre sur le monde, le patrimoine audiovisuel nous permet d'être témoins d'événements auxquels nous n'assistons pas, d'écouter les voix du passé et de créer des récits qui informent et divertissent. L'exploration des sons enregistrés et des images visuelles capturées sur film et vidéo nous permet non seulement d'apprécier la richesse culturelle, mais aussi d'en tirer des enseignements précieux. La Poste du Bénin décroche pour le compte de l'année 2022 le premier prix mondial pour sa livraison rapide et la qualité exceptionnelle de son service client. Cette distinction internationale est décernée chaque année pour récompenser les entreprises qui se distinguent dans le domaine de la livraison rapide. C'est ainsi que la Poste du Bénin a été saluée pour sa chaîne de livraison rapide exceptionnelle gérée par la coopérative EMS qui offre un service client de premier ordre. Comme vous le savez, la concurrence mondiale dans le secteur de la livraison rapide est féroce et de nombreuses entreprises cherchent à améliorer leur qualité de service pour satisfaire les besoins en constante évolution de leur clientèle. C'est dans ce contexte que la Poste du Bénin a reçu cette prestigieuse distinction de meilleur service de livraison rapide à la clientèle au monde pour le compte de l'année 2022 grâce à EMS Bénin, sa structure dédiée à la collecte et à la livraison express des courriers, colis, paquets et marchandises diverses à travers le monde. Il est à noter que déjà en 2021, la Poste du Bénin occupait la 20e place dans le classement mondial des services de livraison rapide à la clientèle. Cependant, une année après, la situation a radicalement changé. La Poste du Bénin remporte le premier prix dans cette catégorie très compétitive et très prestigieuse. Cette distinction repose en grande partie sur la rigueur et la célérité avec lesquelles la Poste du Bénin traite et livre les colis jusqu'au dernier kilomètre. À l'occasion de ce point de presse, la directrice générale de la Poste du Bénin a évoqué les 10 avancées de ces 3 dernières années qui matérialisent les efforts soutenus au sein de la structure. L'un des faits marquants de ces 3 dernières années à la Poste du Bénin est la fin du cycle récurrent des contre-performances financières de l'entreprise. Depuis 2020, nous avons opéré une restructuration financière et opérationnelle vigoureuse qui a permis de stabiliser notre situation économique et d'établir des bases solides pour le développement futur. Ainsi, depuis 3 ans, la Poste du Bénin a mis fin à un cycle vicieux de contre-performance financière qui la secouait depuis sa création en 2005. Nos efforts soutenus ont payé et le résultat de l'entreprise est désormais positif. Ces avancées majeures témoignent et dénotent de notre engagement inébranlable envers l'excellence, la modernisation
et le service à la nation. Ces progrès sont le résultat du soutien inestimable de notre ministre de tutelle, le ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, M. Romuald Wadaï, et surtout de la vision clairvoyante du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, a révélé le Bénin au monde. À l'issue de ce point de presse, la direction générale de la Poste du Bénin a procédé à la remise officielle de prix aux lauréats du concours de composition épistolaire édition 2023, ainsi qu'à la remise des lots aux gagnants de la tombola de la Caisse nationale d'épargne. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que la Poste du Bénin est honorée. En 2015, elle a déjà été distinguée lors de la cérémonie de remise de prix au meilleur manager africain à Paris. Après son accession en indépendance le 1er août 1960, le Dahomey d'alors Bénin d'aujourd'hui sera confronté à une instabilité politique. Et ensuite, au renversement du président Hubert Maga en 1963, le Dahomey connaîtra une série de coups d'État. En mai 1970, le pouvoir est assuré par un conseil présidentiel dont les 3 membres assurent la présidence en rotation. Hubert Maga, Justin Aomadegbe et Souroumiga Apiti. Le 26 octobre 1972, des militaires dirigés par le chef d'état-major adjoint de l'armée Mathieu Kérékou investissent le palais présidentiel à Cotonou pendant que le cabinet est réuni. Kérékou abolit la structure de la présidente tournante, supprime l'Assemblée nationale et se dit préoccupé par l'urgence de redresser l'économie. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre 1972. Aucun mot n'est déploré, mais les 3 membres du conseil présidentiel, dont Apiti qui revient d'Europe où il est au moment du coup, sont incarcérés. Ils le resteront jusqu'en 1991. Le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. Et ensuite, la proclamation, référez-vous à la proclamation, ce que nous avions dit, c'est vrai. C'est tout. C'est-à-dire ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on a à peine 3 millions, 3 présidents, c'est trop. Nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. Donc, ces 3 présidents ne se reposaient sur rien d'abord. Et le peuple a apprécié l'action que nous avions menée. C'est terminé. Mais ils sont des citoyens, vous savez, ils sont logés au Conseil de l'Entente. C'est là qu'eux-mêmes reçoivent des chefs d'État étrangers. Donc, et pour nous, ils seront là en attendant qu'on voit clair. Ils sont libres puisqu'ils sont dans les États, dans les bâtiments destinés aux chefs d'État étrangers. Donc, quand un chef d'État étranger vient et loge là, vous ne pouvez pas dire qu'il est prisonnier. Pour des raisons de sécurité, il faut qu'on les garde. C'est uniquement pour des raisons de sécurité. Au jugement, nous n'aimons pas des jugements spectaculaires ici. On ne leur reproche que l'anarchie, c'est tout. Pourquoi juger? Ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas commis de fautes. Vous voyez, à travers notre proclamation, si ils méritent un jugement, oui ou non. Il n'y a aucune enquête d'entamer encore. Nous n'avions pas le temps de faire des enquêtes pour le moment. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le redressement économique de notre pays. Kérékou est président et ministre de la Défense, alors que les autres ministères clés sont occupés par des militaires. Dans son premier grand discours, le 30 novembre, il annonce sa volonté d'établir un régime révolutionnaire, démocratique et populaire. D'une approche plus nationaliste, il évolue en 1974 vers l'adoption du marxisme-léninisme et du socialisme comme voie de développement du pays qui devient la République populaire du Bénin en 1975. Kérékou procède à des nationalisations sur le plan domestique et se rapproche aussi du camp socialiste sur la scène internationale. En prenant le pouvoir en 1972, Mathieu Kérékou met en place un régime révolutionnaire qui allait ouvrir une ère nouvelle, rompant avec les 2 traits caractéristiques de la période précédente, l'hégémonie politique des évolués et l'instabilité institutionnelle chronique. Le régime instauré par Kérékou
inaugura une longue période de stabilité relative au cours de laquelle de nouvelles élites civiles et militaires allaient s'affirmer dans l'espace public. De 1972 à 1990, le régime de Kérékou connut toutefois des métamorphoses importantes liées à l'évolution des luttes factionnelles. Une brève période nationaliste de 1972 à 1974, une phase de radicalisation et d'institutionnalisation du régime de 1974 au début des années 1980. Une phase thermidorienne d'ouverture où le pragmatisme semblait devoir l'emporter sur l'option socialiste de 1982 à 1988. Et enfin, une situation de crise ouverte qui allait conduire à la chute du régime de 1989 à 1990. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin conservera son emprise sur le pouvoir, exerçant une sévère répression à l'endroit de l'opposition. Kérékou demeurera à la tête du pays jusqu'en 1991. Il y reviendra pour 2 mandats entre 1996 et 2006. La Cour suprême du Nigeria a validé jeudi l'élection de Bola Ahmed Tinubu à la présidentielle de février, après avoir rejeté le recours de 2 candidats de l'opposition qui contestaient son élection. Cette décision de la plus haute instance juridictionnelle du Nigeria met fin à un contentieux qui aura duré 8 mois. Le jugement de la Cour suprême a mis fin aux manigances, aux insinuations, aux mensonges et aux procès dans les médias et sur la place publique. La Cour a fait preuve d'un engagement indivisible en faveur de l'état de droit et de l'humanité et de son engagement à rendre justice à tous les Nigérians. Un panel de 7 juges a rejeté le recours déposé par l'opposition contre une décision de la Cour d'appel qui a récusé les accusations de fraude, de violation de la loi électorale et d'inéligibilité de M. Tinubu dans la course à la présidence. J'ai commencé dès le premier jour à travailler dur, indépendamment des affaires judiciaires. Cela ne fait que renforcer ma détermination à en faire plus. Un défi de cette nature et un avenir de cette nature nécessitent plus de travail, toujours plus de travail acharné, plus de dévouement. Près de 25 millions de Nigérians avaient voté lors de cette élection présidentielle. Les retards dans le décompte des voix et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats avaient conduit les électeurs et l'opposition à dénoncer des fraudes massives. En République démocratique du Congo, les provinces de l'Est font face à une montée vertigineuse du prix du carburant à la pompe. À Goma, au nord Kivu, comme à Bukavu, au sud Kivu, le coût des transports en commun a été revu à la hausse de manière exponentielle. Les taximens et motards ont triplé, voire quadruplé le prix de la course. Cette situation a contraint la majorité des usagers à effectuer leur trajet à pied. Pour Espoir Amani, habitant de Bukavu, le simple fait de se déplacer est devenu un calvaire. Alors tout le monde commence à marcher à pied, même les élèves, les enfants commencent à marcher à pied, compte tenu de quoi? De manquer le moyen de transport. Les taximens ont doublé les coûts du taxi. Imaginez-vous, maintenant le coût sur le marché, ça sera comment? Donc, à l'heure où nous sommes, la population ne fait que souffrir suite à une montée pertinente du carburant. De leur côté, les chauffeurs de taxi estiment qu'il n'y a pas de solution. Malgré la réunion prévue pour fixer le prix, de nombreux revendeurs enfreignent les règles. C'est très embarrassant et nous ne savons pas quoi faire. Maintenant qu'ils ont fini la réunion de régulation de la taxe, nous remarquons qu'ils ont haussé les prix au lieu de les baisser. Nous étions à 3 500 francs congolais à la station, plafonnés à 4 000 francs congolais, mais les revendeurs que l'on surnomme les Kadhafi nous vendent le carburant à 4 500 francs congolais, voire 5 000 francs congolais si on achète la nuit. Malgré la grogne des consommateurs, les pétroliers du Sud Kivu affirment ne pas être responsables de cette hausse de prix. Si les chauffeurs ne sont pas satisfaits, nous tenons à dire à tout le monde que ce ne sont pas les pétroliers qui fixent les prix, c'est le ministère national qui fixe les prix. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont qu'à peut-être se manifester et demander à l'autorité de pouvoir déclencher un prix pour pouvoir les favoriser. Mais nous, jusque-là, le prix fixé actuellement par le ministère de l'économie nous permet de pouvoir renouveler nos stocks et de pouvoir également écouler nos produits pétroliers.
À moins d'un mois de l'ouverture de leur campagne électorale, aucun des 24 candidats à l'élection présidentielle qui doit se dérouler le 20 décembre en RDC n'a encore été écarté de la course, même si sans carburant, leurs déplacements resteront limités. Cette bibliothèque communautaire est le fruit du travail de Dominique Alanga. Il y a quelques années, la jeune femme a lancé une campagne de dons de livres pour encourager les Rwandais à lire. Elle a également créé une maison d'édition pour permettre aux auteurs locaux de pouvoir raconter leurs histoires. Mais récemment, elle s'est lancée dans une nouvelle aventure, aider à améliorer la santé mentale tout en s'amusant grâce à un jeu de cartes. L'objectif est de rendre la thérapie un peu plus abordable et accessible au Rwanda. Ici, nous ne sommes pas les personnes les plus expressives. Nous avons beaucoup de mal à nous exprimer et à faire confiance aux gens. Les Rwandais ont beaucoup de traumatismes. Je crois que c'est dû à notre histoire culturelle. Et ce que nous voulions faire, c'était de transformer ce jeu en un outil qui permette aux gens de mieux se connaître. Pour développer ce projet, Dominique s'est entourée d'experts en santé mentale, mais elle tient à rappeler que faire appel à un professionnel reste primordial pour les personnes souffrant de troubles. En attendant, depuis le lancement de ces cartes, elle connaît un véritable succès. L'une de nos plus grandes réussites, c'est que nous avons vendu toutes nos cartes 2 fois en moins d'1 an. Nous avons eu beaucoup de réactions positives de la part de couples mariés ou non, et également de la part de parents qui tentent de comprendre leurs enfants, en particulier les parents d'adolescents qui veulent mieux les comprendre. Au lendemain du génocide de 1994, le Rwanda ne comptait qu'un seul psychiatre. Depuis, le pays a développé l'une des plus vastes politiques de santé mentale du continent. Une frappe aérienne israélienne a touché jeudi un immeuble résidentiel à Khan Younis, près d'un camp de déplacés situé dans le sud de la bande de Gaza. Au moins une personne est décédée dans cette attaque et plusieurs autres ont été blessés. Mohamed, le propriétaire de cet immeuble, explique que ce dernier servait de refuge pour les habitants de la zone ayant perdu leur maison. C'est un immeuble de 4 étages. Les personnes déplacées s'y réfugiaient souvent. Nous dormions en toute sécurité lorsque soudain une explosion s'est produite. Comme vous pouvez le constater, la maison s'est effondrée. Au moins 15 personnes ont été blessées. Ma belle-sœur et ma nièce ont été tuées. Nous accueillons des personnes déplacées du côté est. Elles sont toutes venues ici, au centre de ce camp, pour se mettre à l'abri. Mais la maison a disparu et nous remercions Dieu quand même. À Gaza, les équipes de secours ont continué jeudi à rechercher des survivants alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas pour une 20e journée. Plus de 2400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien selon le gouvernement. Le ministère de la Santé de Gaza lui affirme que plus de 7000 Palestiniens ont été tués au cours de la guerre. Victoire judiciaire pour le président de la FIFA, Gianni Infantino. La procédure pénale ouverte en Suisse suite à des rencontres secrètes en 2016 entre lui et Michael Lauber, qui dirigeait alors le parquet fédéral, a été classée sans suite. L'annonce a été faite ce jeudi par un communiqué signé des 2 procureurs chargés de l'enquête. La note précise que les soupçons de l'instrumentalisation du ministère public de la Confédération suisse par la FIFA n'a pas été étayé au cours de l'enquête. Au contraire, ils ont été refutés. De son côté, la FIFA a fait part de son extrême satisfaction de voir ce dossier finalement clos. Quant à Michael Lauber, l'ancien patron du parquet fédéral suisse avait été contraint à la démission en 2020, soupçonné entre autres d'abus d'autorité et de favoritisme. Le talonneur sud-africain Bongi Mbonambi ne fera pas l'objet de sanctions.
L'Anglais Tom Curry l'avait accusé d'avoir formulé une injure raciale à son encontre en demi-finale de la Coupe du monde de rugby. La Fédération internationale World Rugby considère désormais l'affaire classée tout en reconnaissant que Tom Curry a émis des allégations de bonne foi et qu'il n'y a aucune suggestion que ces allégations soient délibérément fausses ou malveillantes. Selon une bande sonore, le joueur sud-africain se serait exprimé en afrikaans et non en anglais. Un quiproquo qui a profité à Mbonambi grâce au doute raisonnable. Mbonambi, 32 ans, est le seul talonneur de métier du groupe sud-africain depuis la blessure de Malcolm Marx qui a été remplacé numériquement par l'ouvreur André Pollard. Bongi Mbonambi doit disputer samedi au Stade de France la finale de la Coupe du Monde entre les Springboks et les All Blacks. Un navire transportant des migrants accoste au port de Rastinga, village d'El Hierro. Cette localité des îles espagnoles des Canaries est aux prises avec une vague sans précédent d'arrivée de migrants en provenance d'Afrique. El Hierro se trouve à environ 400 km au large de la côte ouest de l'Afrique. Selon les chiffres officiels, environ 6 000 migrants y sont arrivés entre le 1er janvier et le 15 octobre. On n'a pas eu peur de mourir, puisque quand on était dans le bateau, on se parlait, on se rigolait. Parce qu'on avait un objectif à atteindre. Un objectif périlleux. Tant de nombreux migrants n'ont pas toujours eu cette chance. Afin d'inverser la tendance, l'archipel a mis en place un programme de gestion des flux migratoires. À ce jour, 12 500 personnes ont été empêchées de partir. Nous avons évité de mettre 12 500 personnes en danger. Cela a été fait et représente plus de 40% de tous les départs irréguliers. Il reprend les allures de Lampedusa, la petite île italienne de la Méditerranée qui a longtemps été un point de transit privilégié pour les migrants. El Hierro est le dernier port dont ils disposent. S'ils n'y arrivent pas à cause du manque de carburant ou parce qu'ils sont à la dérive, parce qu'ils ne savent pas comment s'orienter faute de GPS ou parce que les gardes-côtes ou le radar ne les détectent pas, c'est la fin. Il y a 2 ans, un bateau de migrants parti de la Mauritanie pour les îles Canaries a fini par dériver jusqu'à l'île de Tobago, dans les Caraïbes. Les corps sans vie d'une dizaine de migrants ont été retrouvés à bord. Dans 90% des cas, les corps restent non identifiés et ne sont revendiqués par personne. Nous informons donc le tribunal que l'autopsie est terminée et procédons à l'enterrement avec les autorités publiques. De nombreux migrants reposent dans ce cimetière et ils y sont enterrés anonymement. Leur vie ayant été brisée par les eaux troubles de l'Atlantique. Je suis triste pour eux, j'ai pleuré quand je les ai enterrés. J'ai pleuré parce que ce sont des gens qui viennent émigrer. Ils viennent chercher une vie ici, comme nous sommes allés à Cuba ou au Venezuela. Des personnes décédées dans leur quête d'une herbe plus verte ailleurs. Ce mercredi à New York, devant le siège de l'ONU, les passants pouvaient apercevoir des portraits de femmes pour célébrer leur rôle dans le maintien de la paix. L'exposition est composée de 50 portraits venus du monde entier. La paix passe par les femmes. Nous leur rendons hommage. Nous saluons leur courage, leur résilience, leur ingéniosité et nous saluons également les résultats du travail qui, à terme, nous apportera une paix durable, un développement et des sociétés durables et pacifiques dans le monde entier. Cette exposition se tient à l'occasion du 23e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Ce texte marque une avancée importante en reconnaissant le rôle des femmes dans les processus de paix. Il est d'une importance cruciale d'avoir plus de femmes dans les missions de maintien de la paix et de leur donner davantage d'autonomisation dans le cadre du maintien de la paix, car on ne peut pas construire une paix durable sans les femmes. Et les opérations de maintien de la paix doivent refléter la réalité des communautés dans lesquelles nous travaillons. Ces communautés sont composées de 50% de femmes et 50% d'hommes. Nous avons donc l'obligation d'œuvrer en faveur de la parité homme-femme dans notre mission. 23 ans après cette résolution qui vise à améliorer la protection des femmes pendant les conflits, l'ONU note cependant que beaucoup de travail reste encore à accomplir.